Bonjour, c'est Abdel Malik, réalisateur de Fursi n'est libre. Bienvenue sur Cinécran. Fursi n'est libre, esclave maintenu par la cupidité des hommes. J'ai le droit de circuler librement, fallait demander au procureur du roi. Le projet, il est né de la lecture du livre de Mohamed Aïssaoui, oui et non. C'est-à-dire que quand on m'a parlé de ça pour la première fois, c'était pour faire une pièce de théâtre. Et ensuite, il s'est passé plein de choses dans ma vie. J'étais notamment à Nantes, qui chaque année, à la période des commémorations sur les abolitions, et il y a une année où j'étais parrain avec Patrice Chamoiseau et Françoise Vergès. Et donc j'ai vu des choses incroyables, j'ai entendu des conférences incroyables, etc. Ensuite, au musée d'Orsay, qui faisait une exposition qui s'appelait Le modèle noir de Jéricho à Matisse, moi j'ai fait un travail sur un tableau de Pierre Puvis-Chavannes qui s'appelle Le jeune noir à l'épée. Donc j'ai travaillé sur les corps, et puis j'ai aussi doublé Nat Parker dans son film Birth of the Nation. Et je suis allé là-bas. Et en fait, j'ai été plongé de telle manière dans tout ça qui m'ont donné matière à moi-même pouvoir raconter cette histoire-là. Donc d'une certaine manière, entre le livre de Mohamed et ce que j'ai vécu moi-même, ça a permis de faire en sorte que je puisse raconter au mieux, en fait. En tout cas, je me sentais prêt à raconter cette histoire. Il y avait des liens très forts entre nous, Fursi. Ta trahison est impardonnable. Tu as toujours fait partie de notre famille, avec ta mère, ma Madeleine. Je remercie l'assistance. L'audience est levée. Monsieur le Président, pardonnez-moi. Vous savez bien que je suis autorisé à prendre la parole après ce verdict. Faites vite, monsieur le procureur. Je prendrai le temps qu'il faut. L'envie de cinéma ne s'était pas perdue entre-temps. C'était vraiment les circonstances et la vie qui ont fait que. Mais j'ai quand même toujours exercé le muscle du cinéma. Dans différents endroits, à la fois dans le spectacle vivant, le théâtre. J'ai réalisé des séries aussi. Pour moi, c'était à un moment donné, il y a une sorte d'alignement d'étoiles et il se fait qu'on peut faire le projet qu'on a envie de faire. Et c'est ce qui s'est passé pour Fursi. C'est un jour sombre pour la justice de notre pays. Je devrais normalement me taire face à une décision du tribunal, mais aujourd'hui c'est impossible. Ce à quoi nous venons d'assister est une sentence arbitraire. Fursi devrait être libre, car sa mère a été affranchie il y a des années. D'autre part, maître Sully Brunet n'a fait que son devoir et rien d'autre. La résolution qui le frappe est injuste. La thématique, elle est importante et on sait ô combien elle est importante. Mais ce qui est sûr, c'est que, peut-être pas en France, mais aux États-Unis, le film d'esclavage est presque un genre. Et moi, c'est pas ça qui m'intéressait en fait. Ce qui m'intéressait, c'était de faire un film sur l'abolition, sur les abolitions. Et qu'est-ce que ça voulait dire à la fois philosophiquement, qu'est-ce que ça voulait dire juridiquement, qu'est-ce que ça voulait dire dans le cas d'une histoire individuelle, et qu'est-ce que ça voulait aussi dire en termes d'esthétique, comment raconter cette histoire-là. Donc pour moi, c'était vraiment cet angle. Et donc du coup, le titre est parfaitement, résume un peu tout ça. En tant que procureur général du roi, je demande que cette ordonnance ne soit pas enregistrée. Car M. Joseph Laurie étant juge et partie dans cette affaire, il n'est pas légalement qualifié pour voter une ordonnance de renvoi et d'exil, même s'il est juré. Fursi, c'est moi, quoi. C'est-à-dire à partir du moment où je lis ça, je me reconnais en tout. Moi, sans le rapport au savoir, à l'éducation, à la lecture, je ne serais pas là devant vous. Et Fursi, s'il n'avait pas su lire, toute cette histoire, toute cette aventure aurait été impossible, en fait. Et donc, il y avait plein d'éléments. Et puis, c'est un contexte avec lequel on peut tirer plein de parallèles avec ce qu'on vit aujourd'hui. Et parler de l'esprit des lois, parler de justice, parler de l'esprit de liberté, enfin, toutes ces choses-là. Évidemment, moi, je ne suis pas historien. Et c'est une œuvre de fiction, parce que même si c'est inspiré d'une histoire réelle, c'est une fiction. Et on ne peut pas raconter en 1h48 la vie d'un homme, on ne peut pas forcément, on coupe, on nomme des choses, on change des choses. Mais moi, ce qui m'intéressait aussi, c'était de montrer l'importance de la fiction dans le récit collectif. En quoi le mythe construit par la fiction ou la mythologie, si vous voulez, en quoi ça nous permet de faire peuple, en quoi ça nous permet de faire France, en quoi ça nous permet de faire Europe tous ensemble, en écho avec le reste du monde. Et ça m'intéressait en fait. Donc, même le rapport à la fiction, pour moi, ça voulait dire quelque chose d'important. En tout cas, ça faisait partie d'une certaine manière des questions que j'avais envie d'explorer aussi. Je ne sais pas combien de temps je vais rester sur cette île, mais tant que j'y serai, mes facultés seront employées à garantir avec fermeté la loi et l'honneur des femmes et des hommes de l'île, quels qu'ils soient. Collectivement, en tant que peuple, on doit être capable de regarder notre histoire collective, donc même la plus sombre, on doit pouvoir la regarder droit dans les yeux. Et en la regardant droit dans les yeux, de se dire, OK,
cette histoire-là, aujourd'hui et maintenant, ça nous dit quoi? Et comment nous, en tant qu'artistes, on s'approprie ces histoires-là sous toutes les manières, la forme esthétique, etc. Et comment on en fait un objet qui devient un outil de réconciliation. Un outil précisément qui nous permet de faire France tous ensemble, en tout cas de faire que ce soit un objet liant en fait. C'est mon humble ambition, mais j'ai envie de dire que c'est mon ambition en tant qu'artiste de manière générale et surtout de raconteur d'histoire. Et de créer finalement un nouveau récit national, en tout cas un récit national revisité aux couleurs d'aujourd'hui et de maintenant, mais qui nous permet encore une fois d'avancer, de faire en sorte que le multiple puisse être cohérent dans l'un et qu'on retrouve l'un dans le multiple également. Voilà cette espèce de va-et-vient. Cet acte d'affranchissement, même s'il existe, c'est qu'un bout de papier. Il dissimulait aussi des liens secrets avec la préceptrice Virginie Béga. L'art fait, en fait, change les choses concrètement, véritablement. Et puis, il faut savoir que si on parle du cinéma, si on veut s'arrêter sur le cinéma précisément, vous parlez à quelqu'un qui a grandi en voyant des gens mourir, pas métaphoriquement, mourir vraiment, parce qu'ils avaient vu Scarface. Et c'est réel, c'est concret. Moi, j'ai vu le pouvoir du cinéma réellement dans ma vie, et des fois de manière dramatique ou tragique. Mais je me dis que si le tragique est possible, si le dramatique est possible, ben, le positif aussi est véritablement possible et que l'art précisément permet ça. Et le cinéma en particulier, on vit dans le monde de l'image. Furcy se retrouve dans la position d'accusé alors qu'il vient réclamer sa liberté. Les esclaves n'attaquent jamais leur maître en justice. Un esclave n'est pas une personne. C'est un meuble. Matin, midi et soir, on est face à des écrans. On ne peut pas dire que ça n'a pas d'impact sur nous. Mais il y a quelque chose d'éminemment vertueux dans le grand écran. Parce que ce n'est pas juste un écran. C'est un endroit, c'est des gens. C'est un agora, c'est un endroit où on communie, et c'est un endroit où on décrypte, c'est un endroit où on a des figures intellectuelles fabuleuses qui nous permettent de voir le monde autrement, de se voir nous-mêmes autrement. Et je dirais le cinéma est éminemment un miroir d'humanité. Je retourne travailler, tu pars pour l'île Maurice. C'est toi, Furcy? Baisse les yeux quand je te parle. J'ai réussi à ce que son procès passe à la Cour royale de Paris. C'est moi qui le défendrai. Je ne vous abandonnerai jamais, Furcy. En toute chose, j'essaye en tout cas d'être dans une tenue intellectuelle et une retenue émotionnelle. C'est-à-dire être dans une forme on parlait de justice, dans justice il y a justesse. L'idée, c'était de trouver la juste approche en fait. Donc ça a été énormément pensé. L'idée de la violence, ça a été une vraie réflexion. Ça a toujours été une réflexion. Sur qu'Allah bénisse la France, c'était une réflexion. C'est une réflexion dans mon travail en général. Le fait de dire que des fois il faut montrer la violence, mais il y a aussi quelque chose dans le hors-champ qui est important. Travailler le hors-champ, c'est aussi travailler à une interactivité avec le spectateur. Le spectateur ou la spectatrice n'est pas passif devant le film. Tout d'un coup, il se passe quelque chose qui se joue à chaque projection. Et pour moi, ça, c'est fondamental parce que, précisément, j'ai envie de dire, c'est éminemment démocratique. Et donc, oui, ça a été énormément pensé, précisément pour être le plus juste possible. J'ai le droit de circuler librement jusqu'à mon nouveau procès. Fallait demander au procureur du roi. Bravo! Espèce de Judas! Pour moi, être cinéaste, c'est fabuleux parce que précisément, c'est la synthèse de tout ce que j'aime. C'est-à-dire, évidemment, l'art pictural, mais il y a la musique, donc le son, la poésie, la littérature, tout est là en fait. Et c'est vrai que le son, ça prend une part particulière parce que pour moi, la musique, c'est un personnage à part entière. Ça dialogue avec l'image. Et c'est vrai que le travail que j'ai pu faire avec Bilal, mon frère, qui a composé la musique, c'est ça. C'est-à-dire c'est les discussions qu'on avait sur certaines scènes précises et comment lui voyait les choses, qu'est-ce que ça voulait dire pour lui. Il y a ce travail-là. Et puis l'autre travail, précisément sur les cadres, que j'ai fait aussi avec mon acolyte Fabien Coste. C'est-à-dire un mouvement de caméra veut dire quelque chose. Un cadre précis, tout veut dire quelque chose en fait. Et tout, d'une certaine manière, dialogue l'un et l'autre. Je demande donc au greffier de noter ce qui suit. Je fais appel de la décision qui vient d'être prise concernant le dénommé Furcy. Je vous rappelle, messieurs, que l'appel étant suspensif, on doit retirer les chaînes de Furcy et lui rendre sa liberté immédiatement. Et puis ce travail fabuleux avec les acteurs, ce travail de joute verbale, et tout ça participe d'une certaine manière. Donc voilà, c'est pour moi tous ces éléments-là et tous ces gens talentueux, les gens au costume, les décors, la lumière de Guillaume Desfontaines, enfin tous ces gens-là permettent finalement de faire une sorte d'œuvre d'art, je dirais d'une certaine manière, collaborative,
et c'est fabuleux. Pour moi, c'est jouissif au plus haut point. Retirez-lui ses fers. On avait réfléchi à d'autres idées, on a vu des gens. Mais c'est vrai que quand Makita est arrivé, il y avait quelque chose de l'ordre de l'évidence. Je mène ici la guerre des papiers, ces pièces avec un tampon qui sont les seules preuves de la justesse de mon combat. Un simple regard, un mouvement de visage, son corps illettré, c'est un artiste qui travaille énormément avec son corps, etc. Tout était là en fait. Il y a eu vraiment, quand il est venu, il y a quelque chose de l'ordre de l'évidence et ce qu'il fait est assez bouleversant. Mais encore une fois, le travail de Romain Duris, le travail de Vincent McCain, d'Anna Girardot, de Michel Lescaut, André Marcon, Frédéric Pierrot, Philippe Torreton, enfin tous ils amènent un truc, Lia Kebede, enfin ils amènent tous quelque chose qui est waouh quoi. Et c'est fabuleux. Tout est organisé pour maintenir ce système en place. La plupart, ce sont des acteurs aussi de théâtre. Et moi, depuis longtemps, je voulais faire un film qui rende hommage au théâtre sans faire un film sur le théâtre. Et c'est vrai que le tribunal, pour moi, on est en représentation, etc. Donc le verbe, c'était hyper important. Mais j'ai le sentiment de manière globale qu'une fois qu'on a choisi nos acteurs, on ne dirige pas les acteurs, on les ambiance. Et on trouve l'ambiance juste. Et c'est eux qui, avec leur talent fabuleux, permettent de faire vivre ces mots. C'est Juliette Gréco qui me disait souvent ça, qui me disait en chanson, dans la chanson, il y a une sorte d'art perdu, et cet art perdu de l'interprétation. Et alors qu'au cinéma, non seulement ce n'est pas un art perdu, mais c'est un art qui est totalement vivant et qui ne s'arrêtera pas, en fait. Et ça, c'est fabuleux. Ils seront prêts à te pardonner si tu acceptes de retravailler pour eux. Me pardonner? Après toutes ces années de souffrance, cette injustice? Qu'on a été esclave, on l'est toute sa vie. J'ai envie de toucher tous les publics, parce que d'une manière ou d'une autre, ça parle à tout le monde. Évidemment, le jeune public, c'est fondamental, parce que c'est fondateur, parce que c'est formateur, parce que ça nous apprend des choses, etc. Mais la réalité, je ne suis pas sûr que même des adultes soient tous au fait de la réalité de cette histoire-là, ou de ces histoires concernant l'esclavagisme, les abolitions, etc. Donc en fait, c'est un film, j'ai envie de dire, qui s'adresse à toutes et à tous. Et je précise bien, c'est un film de cinéma, parce qu'il y a aussi cette idée, au-delà du propos, qui est important, évidemment, mais il y a aussi cette idée de dire que le cinéma, le geste de cinéma, c'est quelque chose de particulier. Le geste de cinéma, c'est un artiste qui n'est pas en périphérie de la société ou en périphérie du monde, qui est en plein milieu et d'une certaine manière qui donne le là. Et c'était ça aussi, dire que lorsqu'on va dans une salle de cinéma, le fait de payer son ticket et de venir d'y aller, c'est un acte fort, c'est un acte presque citoyen en fait. Il y a quelque chose, et j'avais envie aussi d'amener cette idée-là, de la mettre en avant. Peut-on renoncer à sa liberté? Peut-on abandonner cet attribut fondamental de l'être humain?